Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 10 de ce Tour de France. Cette étape qui attaque la deuxième semaine de ce Tour de France, deuxième semaine qui va être corsée pour les coureurs. La première semaine c'était la semaine de tous les dangers, la deuxième semaine étant la semaine la plus exigeante pour moi de ce Tour de France. Et puis la troisième semaine, ça sera une semaine difficile parce qu'il faudra faire avec le reste d'énergie qu'on a encore dans les jambes, et vu les deux premières semaines, il ne devrait pas plus rester grand chose au niveau des cuisseaux des coureurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos trois favoris pour cette étape, et puis votre grosse cote, et puis cote, je sais jamais comment dire. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme, également football avec l'Euro féminin, ou encore d'autres disciplines dont on parlera sur la chaîne dans les jours à venir. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Le programme reste encore à déterminer. Retour au travail pour les coureurs après une journée de repos qui aura fait certainement du bien aux organismes. C'est vrai qu'on est parti sur un rythme très élevé en ce début de Tour de France, et la journée de repos arrive vraiment au bon moment. Et encore une fois, avant une semaine qui sera très exigeante, cette étape est quasiment qu'un apéritif de ce qu'on aura dans les Alpes. Et après les Alpes, ça ne sera pas facile. Vendredi, samedi, dimanche, on pourrait avoir également du grand spectacle. On attaque par un classique du Tour de France, la montée de Megève, la montée de l'Altiport. C'est une montée qu'on connaît bien, qu'on a déjà vue à plusieurs reprises. Il n'y a pas si longtemps, c'était sur le Dauphiné notamment. Donc c'est une montée qui est assez... qu'on voit assez régulièrement. C'est pas la montée la plus dure du tout des Alpes, c'est pas l'étape de toute manière qui sera la plus dure des Alpes, mais c'est une étape musclée après une journée de repos. C'est toujours compliqué de remettre la machine en route après une journée de repos, surtout que là je ne sais pas si toutes les équipes et tous les coureurs ont pu rouler, parce qu'avec la Covid, peut-être que dans certaines équipes on n'a pas pris de risques. Si toutes les équipes ont pu faire un petit décrassage, on va dire, une heure et demie de roulage, vraiment pour remettre les jambes, enfin pour garder les jambes, on va dire, habituées à faire des efforts. Donc une journée de repos, c'est toujours atypique. Là, il faut se remettre dans le rythme. C'est vraiment pas toujours facile. Et en plus, il faudra faire attention avec les températures qui commencent à être élevées, même avec un peu d'altitude. Et mercredi et jeudi, ça peut être même très compliqué au niveau des températures, avec vraiment une température qui peut assommer les coureurs, un petit peu comme lors du Tour de Suisse. Et puis aujourd'hui, en plus, particularité, étape très courte, aussi 148 km. De toute façon, dans les Alpes, on n'aura pas de très longues étapes, donc c'est toujours difficile de contrôler dans ce genre de situation pour l'équipe du leader. Dénivelé positif 2733 mètres. Donc comme vous voyez, c'est pas une étape la plus difficile de ce Tour de France, loin de là, mais parfois, si le pourcentage est placé au bon endroit, ça peut être difficile à gérer. On regarde tout de suite le parcours de ces 150 km. Moi j'avais noté 148, mais moi j'ai 150 sur le profil Pro Cycling Stats. De toute manière, j'ai vérifié tous les profils, donc ils sont bons par rapport au parcours, pour éviter les erreurs et les problèmes qu'on a eu lors du dernier Giro. Morzine, les portes du soleil pour arriver à Megève, et on devrait avoir un début d'étape très compliqué. Pourquoi? Départ en descente, ce qui veut dire que l'échappée pourrait mettre du temps avant de partir, car les 15 premiers kilomètres véritablement sont en descente. Il y aura un passage un peu plus plat, c'est les gorges du Pont du Diable au kilomètre 12,5, mais sinon c'est quand même en descente. Souvent, départ en descente, c'est dur de faire un écart, donc souvent on a du mal à partir en échappée dans ce genre de situation. On arrive assez vite à la côte de Chévenoz, 2 km 2 à 3,4% de moyenne, côte de 4e catégorie. Bon, voilà, c'est une côte pour remettre les jambes dans le coup, pour remettre le rythme, mais à part permettre à l'échappée de sortir, ça ne devrait pas faire grand chose. On redescend, pas tout de suite, on passera notamment un visier à 917 mètres.
d'altitude pour redescendre vers Thonon-les-Bains. Ensuite, on aura un long faux plat pendant une bonne dizaine de kilomètres, notamment à Armois, à Availly ça sera déjà plat, mais à Armois ça sera compliqué, on passera à Availly, à Bellevaux, et on aura le début de ce col de Jean Baz, 6 km 7, 3,7% de moyenne, côte de 3e catégorie, et le sommet est au kilomètre 69,5, c'est-à-dire encore 80 km de l'arrivée plutôt, pour cette étape. La côte le col de Jean Baz, vous voyez, il n'y a pas de gros pourcentage, un maximum 6%, sinon c'est surtout un long faux plat. On sera à 1031 mètres d'altitude. Le temps de montée de ce col de Jean Baz, hop là, je le retrouve, il est ici. 13 minutes 40 le record, une moyenne chez les pros de 19 minutes 15 sur ces 7 km de montée. On redescend ensuite, après le col de Jean Baz, vers Mégevette, vers Marigné notamment également, un peu de plaine, un peu de vallée. On aura la côte de Châtillon-sur-Cluse, 4 km 6 à 4% de moyenne, côte de 4e catégorie, au kilomètre 98,5, c'est-à-dire à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Côte de 4e catégorie, là encore, c'est un peu plus compliqué quand même pour cette côte de Châtillon-sur-Cluse, mais le pourcentage maximum sera de 6. Donc c'est vraiment pas infaisable pour des coureurs professionnels. Normalement, ils maîtrisent ce genre de situation. J'ai le temps de monter de la côte de Châtillon-sur-Cluse, qui est assez rare pour une côte de 4e catégorie. C'est 8 minutes 25 le record. Nous avons une moyenne chez les professionnels qui est à 12 minutes 19 sur cette montée de 4 km 50 à peu près. Et le record donc a été fait à 31,9 de moyenne. Donc vous voyez que c'est pas non plus impossible, c'est pas infaisable cette côte de Châtillon-sur-Cluse, loin de là. Et puis on aura encore un petit peu de vallée après, encore avant d'arriver aux alentours de Megève. On aura le sprint intermédiaire à Marlioz au kilomètre 125. Ça pourrait peut-être donner des idées à certains coureurs pour prendre l'échappée. Ce sprint intermédiaire, même si Van Aert a quand même une sacrée avance au niveau de ce classement. On passera à Saint-Gervais. Notamment parce qu'entre Marlioz et Passy, on est déjà en montée, avec 7 km 2 à 5,2% de moyenne. Pour cette montée de l'Altiport, 19 km 3,4% de moyenne. Cette montée de l'Altiport, vous voyez, c'est surtout en fait deux phases sur ces 19 km. Vous pouvez enlever là encore au moins 9 ou 10 km avec un passage maximum à 6,9% qui sera entre le kilomètre 4 et le kilomètre 5. On aura encore un autre passage à 6,1. Mais vous voyez, il n'y a pas vraiment de rampe très difficile. C'est une pente qui peut même se franchir grand plateau à certains endroits. On sera vraiment très, très, très souvent sur le grand plateau. Donc ça ne devrait pas permettre vraiment de sortir. Ensuite, après la montée de l'Altiport, il restera encore 2-3 km de montée pour l'arrivée du côté de Megève à 1435 mètres d'altitude. Donc même l'altitude ne devrait pas poser trop de danger. Ça pourrait être la chaleur, le problème de cette étape. Faire attention à la descente de la côte de Châtillon-sur-Cluse qui est un petit peu technique. Cette côte de 4e catégorie, on aura une petite chicane également à 900 mètres de l'arrivée, mais c'est pas très compliqué l'arrivée à l'Altiport pour ceux qui ont déjà vu des étapes à cet endroit-là. Et puis en plus, il y a pas mal de largeur. On va revenir sur l'histoire du Tour de France et on va passer sur le Tour 2016 avec l'étape numéro 18. Une arrivée du côté de l'Altiport de Megève. Pour commencer la fin de ce Tour de France, mais petite particularité sur cette étape 18, c'est que c'est un contre-la-montre en bosse. 17 km de montée qui se termine au même endroit. Les premiers à partir sont donc les sprinters, leur objectif étant de finir dans les délais. C'est donc une journée compliquée pour les sprinters, parce que quand on a une montée sèche, en plus c'est 25% les délais sur le chrono, c'est aussi un petit peu particulier. Donc sur 17 km, il faut vraiment se faire mal.
Le premier leader de cette étape, c'est Alexis Goujard, le coureur d'AG2R, qui a des talents sur le contre-la-montre, on l'oublie peut-être un peu trop souvent. Il a même représenté la France au championnat du monde du côté de Bergen à l'époque où c'était Cyril Guimard qui était sélectionneur. Assez vite détrôné par Jérôme Coppel et Nicolas Hédé. Et puis ensuite, c'est Tom Dumoulin de la Sunweb qui réalise le meilleur temps. À ce moment-là, le Hollandais est 44e du général parce que, à l'époque, Tom Dumoulin, c'était pas un spécialiste de la montagne. C'était un pur rouleur de contre-la-montre. En pur rouleur et en pur spécialiste, il avait remporté les 2 premiers contre-la-montre de ce Tour de France, malgré Fabian Cancellara, mais qui n'est pas sur cette étape. Fabian Cancellara, il a décidé de quitter le Tour la veille pour se préparer pour le Tour de France, ce qui va plutôt lui réussir vu qu'il sera champion olympique du côté de Rio. Je crois que c'est même son dernier jour de course, lui aussi. Hein. C'est comme Vinokourov, ils sont devenus champions olympiques quasiment le jour de leur retraite. Pas de chance pour Dumoulin. Pour les adversaires du Dumoulin, ce temps va tenir longtemps, mais pas de chance pour lui car il sera battu par le dernier coureur au départ, le maillot jaune, Christopher Froome. Trop fort, il va battre le coureur de la Sunweb de 21 secondes. Derrière, Fabio Aru fait une belle performance avec le 3e temps. Il gagne même une position au général en devançant Valverde. On commence déjà un petit peu les comptes d'apothicaire en ce début de 3e semaine. Et puis Romain Bardet finit 5e à 44 secondes. Il a bien limité la casse, le français. Il reste 5e du général à 4 minutes 57, c'est-à-dire à 40 secondes du podium. Et le deuxième français de cette étape, c'est Jérôme Coppel qui finit 11e. On passe tout de suite aux personnalités, aux célébrités. Alors du côté du cyclisme, moi j'ai trouvé Maëlle Grossetête qui fera peut-être le prochain Tour de France féminin. Maëlle Grossetête de la FDJ. Qui est né à Salanches, Salanches connu également pour les championnats du monde, qui avait permis à Bernard Hinault de s'imposer. Salanches, c'est à côté de Morzine sur une carte. Et puis parmi les autres célébrités dans d'autres disciplines, nous avons Jean Vuarnet, champion olympique de ski en 1960. C'est lui l'inventeur de la position de l'œuf, qui sera une invention énorme pour la descente. Et il est également le créateur de la station d'Avoriaz. On a également Cyprien Richard. On a également Edmond Rothschild qui était un passionné de sport, notamment de sport nautique. Edmond Rothschild, c'est pour ça que vous avez Gitana qui a avec ce bateau exceptionnel, même le bateau Edmond Rothschild, qui est aujourd'hui le plus performant de la classe ultime. Nous avons Émile Allais, médaillé de bronze en 1936, triple champion du monde en 1937, et c'est en 1936 la première médaille française en ski alpin. Je rappelle que les Jeux de 1936 d'hiver, on les oublie un peu trop souvent, mais ont été une répétition des Jeux d'été de Berlin. Il se déroulait également en Allemagne du côté de Garmisch-Partenkirchen. On a également Henri Duvillard du côté du ski. Nous avons Philippe Boson qui a été un des meilleurs joueurs français de hockey pendant très longtemps. Et puis on passe à Thiers qui est la ville de Maurice Magnifica, médaillé 4 médailles en ski de fond du côté de Maurice Magnifica, de tête 4 ou 6, je ne sais plus, pour Maurice Magnifica. 4 ou 5, pardon, je ne sais plus, pour Maurice Magnifica, de médailles, mais multiples médaillés aux Jeux Olympiques, notamment, surtout en relais, c'est que des médailles par équipe. Du côté de la météo, il va faire chaud, 24 à 25 degrés, et même sur les hauteurs, parce que les 24-25 degrés, c'est aussi du côté de Megève. Et du côté du vent, on aura du vent de nord-ouest, 10 km/h, qui pourrait monter à 30 km/h en rafale. Ce vent sera plutôt de dos. Donc ça pourrait créer de l'animation, surtout encore une fois sur le début de course qui est en descente. Du côté de la stratégie, moi je vois soit une grosse échappée de 8-12 coureurs devant, ou bagarre entre leaders dans le final de l'étape si l'échappée ne prenait pas assez d'avance et que du côté de chez UAE ou du côté de chez Jumbo, on avait des velléités pour cette étape. Je parie quand même plutôt pour une échappée, donc j'ai décidé de mettre Cataneo, le coureur de Quick Step. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui on n'a pas des montées avec des forts pourcentages
Donc Cataneo qui a montré quand même ses talents de rouleur, ça peut être très intéressant. J'ai mis également Louis Mentiès. Bon là, on est plus un grimpeur à l'ancienne. Louis Mentiès, mais en très bonne condition physique. Le coureur sud-africain, il a perdu du temps sur des erreurs de placement notamment. Mais à la pédale, il a quand même fait également des belles montées pour le moment Louis Mentiès. Donc il faudra faire attention au coureur d'Intermarché. Bokeh Mollema. Parce que là aussi, quand on demande de la puissance et des coureurs puissants, Mollema, il fait partie de ces coureurs-là. Il a été pour le moment très discret dans ce Tour de France, donc il faudra faire attention aux Néerlandais. En grosse cote, j'ai mis Tony Galopin. Là aussi, hein, pas des gros pourcentages, ça correspond aussi aux qualités de Tony. Donc pourquoi pas une victoire française du côté de Megève. Le départ, hein, du côté des horaires, le départ de cette étape, départ réel, 13h40, hein, je vous dis, je ne donne jamais les départs fictifs. Le pied du col de Jean-Baz à 86 km de l'arrivée, on y passera entre 15h02 et 15h10. Le sprint intermédiaire, donc qui est proche du pied de la montée de Megève, c'est entre 16h25 et 16h41. Et l'arrivée est prévue entre 16h57 et 17h17. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ce soir, débrief de cette étape. Demain, présentation de l'étape du col du Granon. Autant vous dire qu'il y aura un petit peu plus de choses à dire. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!